Bonjour à tous. Pour ceux qui sont déjà là, vous êtes déjà nombreux. Bonsoir tout le monde. Allez, on va entendre encore un petit peu avant de démarrer. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette invitation. Après l'atelier de la semaine dernière en webinaire également, vous êtes encore nombreux ce soir, c'est super. Ce que je vous propose, c'est de vous parler de logistique tout d'abord. Oui, bon, j'ai vu qu'il y en avait déjà qui avaient repéré qu'on pouvait écrire. Parfait. Bonsoir Céline. Ce que je vous propose, c'est de vous donner l'aspect logistique. Donc, la conférence va durer 1h30 à peu près. Je vais essayer d'être dans les temps et vous aurez un espace de questions-réponses à la fin. Donc, bien sûr, vous pouvez poser des questions. Si vous êtes d'accord, j'y répondrai qu'à la toute fin pour éviter d'être interrompu. Et vous avez pour cela, mais je vois que vous avez déjà trouvé, pour certains, un espace questions-réponses. Coucou Sophie, en bas, où vous pouvez bien sûr poser vos questions. Et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai à la fin de la conférence. Voilà, alors les, les personnes arrivent au fur et à mesure. Il manque encore pas mal de monde. Voilà, je vais vous partager des documents par le biais de cette conférence. Alors, qui a encore écrit « Bonsoir Florence ». Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Donc, on va attendre encore un tout petit peu que les derniers arrivent. Tout le monde n'est pas encore arrivé. Et donc, on commencera ensuite. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, des questions-réponses, vous avez trouvé, ça c'est parfait. C'est gentil. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Bref, c'est pas grave, on va commencer. Ça fera arriver les derniers retardataires. Bonsoir Béatrice, bonsoir la famille Laureau. Alors, on est parti. Hop. Donc ce soir, nous allons parler du fait que nous sommes au bon endroit, au bon moment, et que finalement, quand on arrive à comprendre ce qui se joue dans notre quotidien, on peut faire évoluer les choses de façon instantanée et tout en restant pratico-pratique. Donc, on va simplement commencer en faisant un petit, si ça veut bien avancer, bien sûr, un petit zoom. Alors, au départ, pour présenter ce que c'est que la thérapie d'âme, puisque donc, je m'appelle Lana, je suis thérapeute de l'âme. Et en fait, la thérapie d'âme consiste à aller à l'origine des choses pour pouvoir libérer des situations du présent qui peuvent être bloquées et les libérer en allant chercher leur origine. Pourquoi? Alors, ça vient de mon histoire tout simplement. Il y a 11 ans de ça, j'ai eu une première partie de vie, une partie de vie pendant laquelle j'avais absolument tout ce qu'il fallait pour être heureuse. J'avais fait de grandes études, j'avais un métier qui me plaisait, un mari, des enfants, une belle maison, de beaux enfants, une vie sociale, des voyages, bref, absolument tout ce qu'on aurait pu imaginer comme étant une vie parfaite. Et je pensais qu'en ayant mis en place et vécu et en étant tout ça, j'allais être très heureuse. Pour autant, quand on me posait la question, je ne savais pas répondre de façon spontanée, ou plutôt je répondais mais de façon automatique. Bien sûr que je suis heureuse, mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui sonnait pas tout à fait, ça. Et puis il y a 11 ans de ça, j'ai eu un accident de vie, quelque chose qui, clairement m'a fait tomber au fond de la piscine. J'avais 2 possibilités, soit j'ouvrais la bouche et j'y restais, soit je donnais un coup de pied et je remontais. Et en fait, dans ce choix de donner un coup de pied et de remonter à la surface, j'ai à ce moment-là entrepris
beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de formations, beaucoup de voyages pour me sortir de là d'où j'étais et j'ai découvert la thérapie d'âme et grâce à cette thérapie d'âme, je suis sortie de l'ornière dans laquelle j'étais, bien évidemment, et donc voilà pourquoi j'ai absolument voulu, transmettre ça. L'objectif de la thérapie d'âme, c'est de reprendre le pouvoir sur soi, de reprendre le pouvoir sur sa vie et surtout de débloquer des situations pour pouvoir se rendre la vie. Donc les mots-clés de la thérapie, d'âme, c'est les abus contre soi, alors je dors pas assez, je mange trop, que sais-je, ou dans les relations interpersonnelles. Les blocages, j'arrive pas, je suis bloquée, je sais pas, voilà, tout ce qui peut être de l'ordre de je suis immobilisée. Les cycles répétitifs, toutes ces choses qui se répètent non-stop. Alors 2 possibilités, soit on n'en est pas conscient et on subit pleinement, soit on en est conscient, on voit que ça se répète, mais pour autant on n'arrive pas à s'en sortir. Et puis enfin, tout ce qui est traumatisme. Alors, traumatisme dans le sens, et c'est la définition, que j'en donne, tout ce qui a pu nous percuter ou tout ce qui nous percute et qui laisse une empreinte en nous. Voilà, que ce soit gros ou petit, peu importe. En quoi consiste cette thérapie d'âme? Donc la thérapie d'âme a vocation à être, de courte durée. C'est vraiment une thérapie qui est ponctuelle, qui peut être en complément d'autres choses, qui va directement à la problématique. L'objectif, c'est de devenir autonome et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je souhaite que les personnes que j'accompagne puissent devenir autonomes et ne pas venir dépendre, d'une technique, venir dépendre d'une pratique. Ça, c'est quelque chose qui vraiment, hem, me motive, à rendre les gens autonomes. L'utilisation d'outils concrets et pragmatiques, et ça vous allez le voir lors de la conférence ce soir, vous allez entendre parler de plein de petites astuces et de petits outils. Alors vous le verrez, au départ j'essaierai de vous les signaler, mais après je vais parler spontanément et vous verrez. Pas d'addiction du coup, il est hors de question de rester pendant des années en thérapie d'âme, c'est juste pas possible en fait. Et surtout, je me sers de capacités extrasensorielles pour accompagner les personnes qui viennent me rencontrer. Mon parcours, juste pour faire un petit zoom, donc j'ai été salariée au début de ma vie, active et puis je suis passée chef d'entreprise. Je suis restée chef d'entreprise pendant 11 ans dans le domaine de la finance, rien à voir, et puis j'ai revendu mon activité, fin 2019. Comme je vous le disais, suite à cet accident de vie il y a 11 ans, j'ai vraiment décidé de reprendre, ma vie, par le départ. Et j'ai pour ça beaucoup, beaucoup voyagé au gré soit des personnes que j'avais envie de rencontrer, alors ça pouvait être des coachs, ça pouvait être des conférenciers, ça pouvait être des personnalités, soit pour, des formations, des outils, des programmes, qui me parlaient et j'avais envie en fait de vivre ça, mais de le vivre en vrai, pas simplement derrière un écran. Donc pour ça, j'ai beaucoup voyagé et j'ai collecté énormément d'outils pratico-pratiques, sans me rendre compte qu'en fait cette bibliothèque d'outils que j'utilisais moi, allait un jour pouvoir être transmise. Lorsque j'ai eu cet accident de vie, j'ai également reconnecté avec un certain nombre de capacités sensorielles, que je vais vous décrire là, pour que vous puissiez comprendre. Alors bien sûr, beaucoup me disent: «Mais tu les avais depuis longtemps». Oui, je les ai depuis enfant, mais mes parents en avaient très peur et m'avaient demandé de me taire et en petite fille parfaite que j'étais, eh bien je m'étais tue. Sauf que c'était pas juste pour moi et donc j'ai reconnecté à ça. Je me suis, formée, pour pouvoir développer ces dons qui peuvent être soit de la clairvoyance, donc il m'arrive d'avoir des flashs, d'images, comme de la clairaudience, d'entendre des messages audio, de la clairsentience, c'est-à-dire de sentir les choses, de ressentir les choses et de la clairconnaissance lorsque les patients s'assoient sur le siège en face de moi dans mon cabinet ou en face d'un écran comme maintenant en visioconférence et qu'ils me parlent de leurs problématiques, je sais par avance où se situe, le blocage, qui est à trouver. Donc bien sûr, je ne dis rien, mais je pose beaucoup de questions pour ceux qui me connaissent. Je pose énormément de questions en séance, de telle sorte à ce que ce soit la personne qui trouve ce qu'il y a à trouver pour elle. Encore une fois, mon objectif n'est pas de prendre le pouvoir sur la vie de la personne, mais de la rendre autonome.
Et donc je me suis formée à la thérapie d'âme, pendant 4 années aux États-Unis, pour finalement obtenir mon diplôme en 2015. Voilà pour la présentation, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas. Nous allons maintenant rentrer dans le cœur du sujet. Pourquoi, nous ne sommes pas pleinement maîtres de notre vie aujourd'hui? Alors, plusieurs choses à ça. J'ai souvent l'habitude d'expliquer aux personnes que lorsque l'on est en mode automatique, il est parfois difficile de s'en sortir. Pourquoi? Lorsque l'on naît, alors vous allez le comprendre tout au long de cette conférence, utiliser beaucoup d'outils, et d'images, pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Lorsque l'on est, nos parents, avec beaucoup d'amour, nous livrent avec un petit sac à dos. Et dans ce petit sac à dos, nos parents déposent, eh bien, leurs attentes, leurs projections à l'arrivée de ce nouvel enfant. Ils y déposent également leur histoire, l'histoire de leur lignée féminine et masculine, hem, les projections de la famille, les silences, les secrets, tout cela est déposé consciemment et inconsciemment, pardon, par nos parents, avec beaucoup d'amour. Hem, Si eux ont eu ça dans leur sac à dos et sont plutôt satisfaits, de ce qu'ils ont réussi à faire jusque-là, ils estiment bien sûr, si certains d'entre vous sont parents, qu'en transmettant ça à leurs enfants, ils auront tout ce qu'il faut pour être heureux. Donc c'est avec beaucoup, beaucoup d'amour, que les parents déposent, nous-mêmes, déposons dans le sac à dos de nos enfants l'histoire de notre famille, notre histoire à nous et tout ce qui a pu, être de l'ordre de notre propre environnement, c'est-à-dire nos parents, notre famille, l'éducation nationale, la formation qu'on a reçue, les collègues qui sont autour de nous, nos amis. Toutes ces personnes, tous ces environnements peuvent déposer dans notre sac à dos un certain nombre de croyances, un certain nombre de cadres, de règles, que, nous chargeons dans notre petit sac à dos de façon consciente ou inconsciente, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ce sac à dos, eh bien, soit il pèse trop lourd, soit il y a certains aspects de ce sac à dos qui peuvent nous gêner. Voilà, ça pique, c'est inconfortable. Ou bien alors carrément, il y a certaines choses dans le sac à dos et passez-moi l'expression, qui puent. À un moment donné, c'est de notre responsabilité que de déposer ce sac à dos pour, comme je l'explique, en séance, trier les pommes de terre qui sont dedans. Sortir celles qui nous gênent, celles qui nous gênent dans le dos, celles qui sont trop lourdes ou celles qui sont pourries, de telle sorte à pouvoir continuer notre voyage avec un sac à dos qui ne serait chargé que de ce que nous aurions accepté, en toute conscience. En tout état de cause, poser ce sac à dos et faire le tri des pommes de terre, c'est de sortir du mode automatique dans lequel nous pouvons être à un moment donné, dans notre vie. Pourquoi, nous ne sommes pas pleinement maîtres, de notre vie? Eh bien, la plupart du temps, et c'est parfois parfaitement inconscient, nous lançons beaucoup de flèches vers l'extérieur. Je m'explique. Lancer une flèche, c'est en fait, comme demander à quelque chose d'extérieur à nous de répondre à un besoin ou de nous apporter ce dont nous avons besoin. Alors ça peut passer par exemple, j'ai le souvenir de cette jeune femme qui était venue me trouver et qui me disait, «Toute ma vie en fait, j'ai été très, très proche de mes parents. Je les voyais chaque semaine, chaque week-end, nous étions très, très proches, et j'avais besoin de leur soutien, besoin de les voir au quotidien et d'échanger avec eux pour pouvoir, voilà, me sentir, en sécurité, me sentir tranquille». Et en fait, cette jeune femme était dévastée par le départ de ses parents, qui s'est précipité, par 2 accidents, assez proches, et elle ne savait plus comment faire, et elle m'expliquait: «Je n'ai plus», en me faisant ce geste, «je n'ai plus ce qu'il me faut pour me réassurer». Et en fait, toutes ces lancers de flèches où on va demander à quelque chose ou à quelqu'un à l'extérieur de nous apporter ce dont nous avons besoin, heu, peut nous donner de façon parfaitement illusoire le sentiment ponctuel, d'être soutenu, d'être, rassuré, et parfois, heu, certaines, vont avoir tendance à un peu trop lancer de flèches pour trouver à l'extérieur ce qu'elles n'arrivent pas à trouver chez elles.
Alors ça peut être, une addiction bien sûr, la cigarette, l'alcool, mais ça peut être aussi des relations, dépendantes où la personne va, demander à son partenaire ou demander à un parent ou demander même à un enfant, de valider, d'être là, d'être présent, comme pour, heu, se rassurer sur le fait que si lui ou elle à l'extérieur pense ou dit ça, eh bien elle aura sa propre valeur. Et ça, c'est parfaitement illusoire et c'est surtout le signe qu'il y a un équilibre quelque part. Alors bien sûr, on peut avoir besoin d'avoir, à un moment donné, le retour d'un proche, pour se rassurer, pour, se conforter. Mais il faut que ça reste parfaitement ponctuel et surtout que ça se fasse en conscience. Pourquoi en conscience? Parce que si on n'est pas en conscience, on a le risque de tomber, dans, le fameux triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, où, sans s'en rendre compte, on va, soit donner son pouvoir à quelqu'un, le pouvoir en lançant la flèche de sauver, de me sauver, de nous sauver, soit on va alterner en jouant au sauveur. Ça peut être des personnes qui me disent: «Mais je peux pas, laisser mes enfants, en fait, il faut absolument que je sois présent. Si je les laisse, ils ne réussiront pas, ils ne sauront pas, ils ne pourront pas» et ainsi de suite et ça, c'est, une position de sauveur qui n'est pas forcément juste. Alors bien sûr, quand les enfants sont tout petits, il y a pas débat, mais lorsque les enfants sont plus grands, notre rôle en tant que parents, c'est de les rendre autonomes et non pas de les rendre dépendants de nous. Prendre conscience du fait qu'on puisse se trouver à l'intérieur de ce triangle de Karpan peut beaucoup aider. Alors pour vous illustrer ça, je vais vous parler de mon histoire. Avant mon accident de vie, lorsque j'étais mariée, hem, j'avais une relation très compliquée avec mon ex-mari et j'étais clairement dans cette, spirale infernale du triangle de Karpman en alternant régulièrement entre la victime, celle qui se plaint, qui subit, il n'était jamais là, il n'était jamais présent pour moi, il ne s'intéressait pas à ce que je faisais. Ou alors, en situation de sauveur, lorsqu'il a changé d'emploi, par exemple, j'étais celle qui lui faisait réciter ses cours, j'étais celle qui, lui expliquait que mais si, ça va très bien se passer, et cetera. Et au final, j'alternais régulièrement, dans ces rôles et également dans celui de persécuteur puisque lorsqu'il ne m'apportait pas, voyez le lancer de flèche, ce dont j'avais besoin moi, j'avais tendance à devenir plutôt agressive, méchante, alors contre lui, mais également contre mes enfants, de façon parfaitement inconsciente. Et tant que je n'ai pas pris conscience de cet enfermement dans ce triangle, je n'ai pas su en sortir en fait. Et lorsque j'ai commencé à en prendre conscience, j'ai pu trouver des outils, des astuces pour pouvoir se sortir, faire un pas de côté pour sortir de ce triangle-là. Alors ça, je le vois très, très, très régulièrement en consultation avec des personnes qui, n'ont pas conscience qu'elles ont un rôle dans une relation, avec un parent, avec un enfant, avec un partenaire, avec un confrère ou avec un collègue et en général, le fait d'être enfermé, bah, c'est comme d'être enfermé dans une boîte. Le fait d'être enfermé amène beaucoup de souffrance, pour la personne elle-même, celle qui prend conscience ou celle qui n'a pas encore conscience. Je ne parlerai pas ici de l'autre personne qui est en face et qui lui aussi alterne bien sûr entre ces 3 rôles-là. Lorsque les personnes viennent me trouver, ben, bien sûr, je m'occupe des personnes qui sont là et je les aide à prendre conscience de ce qui se joue à chaque instant, ne serait-ce qu'en s'observant. Et ça, c'est la première chose, s'observer pour voir ce qui se joue dans la relation à l'autre. Comment prendre conscience de qui on est? Alors, un autre outil que je vais utiliser ou un autre jargon que j'utilise, très très souvent, c'est, d'apprendre à observer quels sont nos boutons pressoirs. Alors les boutons pressoirs, qu'est-ce que c'est? Les boutons pressoirs, ce sont, ces choses qui, dans le quotidien, peuvent nous faire réagir plus, plus, plus. Soit alors en positif, mais positif plus, trop, en hystérie, en voilà. Soit en négatif, où là, on rentre dans une spirale infernale et on passe par des situations très difficiles, très douloureuses et très inconfortables. En général, bien sûr, on n'a pas conscience, que c'est un bouton pressoir. Mais lorsqu'on prend conscience que c'est un déclencheur, pour nous, dans notre quotidien, on peut à ce moment-là s'arrêter pour observer ces situations, pour pouvoir les repérer. Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans ma journée,
a pu faire bouton pressoir? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu réagir au-delà de quelque chose qui est acceptable pour moi? Encore une fois, là, il est question de regarder les choses en fonction de votre propre carte du monde et non pas en fonction des autres. Qu'est-ce qui pour vous est souffrant? Qu'est-ce qui pour vous vous a fait réagir? Alors quand je dis fait réagir, c'est pas agréable, hein, soyons clairs. Hein. C'est pas réagi de façon enthousiasmante, positive, etc. Non, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui pour moi a été souffrant aujourd'hui? Alors ça peut être encore une fois de toutes petites choses et ça peut être évidemment de grandes anecdotes, de gros événements. Mais en tout cas, le fait simplement de se poser, une fois de temps à autre et de se poser la question de qu'est-ce qui a aujourd'hui été, qu'est-ce qui a fait bouton pressoir pour moi? Quelle situation, quelle relation, quelle interaction, quel événement a pu faire bouton pressoir chez moi, peut m'aider à repérer les traumatismes. Pourquoi? Les boutons pressoirs, c'est, imaginez, comme un fil électrique, comme un interrupteur électrique. Il y a un bouton, ce bouton est relié à un filament, un fil, ou un filament, ce que j'appelle un filament, directement à un traumatisme. Un traumatisme, c'est quoi? Souvenez-vous, c'est à la base une situation, petite ou grosse, qui, avec le temps, qui vous a percuté, qui a laissé une empreinte en vous, et qui, avec le temps, s'est cristallisé, s'est oui, épaissi, qui s'est durci et qui, avec le temps, a laissé pousser un certain nombre de filaments. Alors, il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup. Il peut y avoir plein de filaments dans votre quotidien. Et au bout de ces filaments, des boutons pressoirs. Et chaque fois qu'une situation, un échange avec quelqu'un fait bouton pressoir chez vous, c'est le signe qu'il y a un fil relié à un traumatisme. Alors, vous allez me dire, c'est sympa, mais du coup, chaque fois que je réagis, il peut y avoir un traumatisme. Oui, et l'idée, c'est d'apprendre à les repérer. Donc, pour ça, j'utilise un des outils de la thérapie d'âme, qui sont l'outil du calque. Je vous ai mis ici la référence. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Lorsque vous repérez des boutons pressoirs, de pouvoir faire le lien vers un traumatisme que vous avez pu avoir. Alors, il y a quelques années ou très longtemps dans votre enfance, mais en tout cas, de pouvoir faire le lien entre le bouton pressoir de votre quotidien et ce fameux traumatisme. Et donc, sur ma chaîne YouTube, il y a notamment une vidéo qui explique cet outil, qui est un de mes outils préférés. Comment prendre conscience de qui vous êtes? Eh bien, une fois que vous avez constaté que vous avez des boutons pressoirs, c'est finalement de tenter de faire différemment. Pourquoi? Parce que si, il y a un adage plutôt connu qui dit aux mêmes actions, les mêmes résultats. Si vous ne changez pas vos façons de réagir, si vous ne changez pas votre façon de percevoir ces boutons pressoirs dans votre quotidien et d'apprendre à les relier avec des traumatismes, eh bien, rien ne changera dans votre vie. Alors que si vous acceptez d'observer, de constater qu'il y a des boutons pressoirs et d'en prendre la responsabilité, eh bien, vous allez pouvoir changer votre vision des choses. Très souvent, on a tendance à se condamner lors de l'activation d'un bouton pressoir. Alors, je vous explique. Hein. J'aurais dû, j'aurais pu, il aurait fallu, comment est-ce que j'ai pas pu faire ci, comment est-ce que j'ai pas pu réagir comme ça. Bref, en général, l'autoflagellation est plutôt présente et on n'a pas tendance à réfléchir rapidement à comment on aurait pu faire autrement. On est plutôt en mode, alors ceux qui me connaissent savent que je fais cette différence entre le mental et qui nous sommes vraiment. Et notre mental, que le mien, je l'appelle Robert, mon Robert à moi a souvent tendance à me rappeler combien je suis nulle, que j'aurais dû faire ci, qu'il aurait fallu que je fasse ça, etc. etc. Si on n'apprend pas à un moment donné à faire autrement et à imaginer comment on aurait pu faire autrement, eh bien on en reste simplement au constat que ça n'a pas fonctionné, ou que ça ne fonctionne pas, ou que ça n'a jamais fonctionné, bref. Et on reste là-dessus sans pouvoir se projeter vers autre chose. Donc l'idée, c'est de changer de vision, d'imaginer ce que vous auriez pu faire de différent dans pareille situation une prochaine fois, par exemple, de telle sorte à prendre vos responsabilités et à faire autrement. La première chose à faire pour prendre conscience de qui vous êtes, c'est de ralentir. Posez-vous. Comment voulez-vous sortir de ces modes automatiques, de ces enclenchements de boutons pressoirs dans votre quotidien, mélangés au milieu du mode automatique en général, du pilotage automatique de la vie en général, si en plus vous avez un boulot, des enfants, des amis, des collègues, de la famille,
comme très peu de personnes ici sur la planète, eh bien, vous allez être à fond tout le temps et au final, vous n'aurez jamais le temps de pouvoir vous poser et de voir comment vous pourriez regarder les choses sous un autre angle, qu'est-ce que vous pourriez faire de différent. Donc, de grâce, apprenez à vous poser. Apprenez à vous écouter. Alors, pas s'écouter pour s'écouter, voilà, mais s'écouter au sens, ben voilà, est-ce que là, tout de suite, je suis fatiguée ou pas? Je suis fatiguée, ok, je me pose. Alors, dans les outils que j'utilise notamment ce que j'appelle faire le chat. Euh, je ne sais pas si vous avez des chats ou déjà vu les chats. Ils ont cette faculté extraordinaire de pouvoir lézarder sur un lit, sur un canapé, sur un oreiller pendant quelque temps euh, sans rien faire. Avez-vous déjà essayé ça? C'est juste extraordinaire. Prenez 2 minutes. Et ma posologie, c'est pendant 21 jours. Oui, ceux qui me connaissent vont rigoler. 2 minutes par jour pour vous poser. Vraiment. Posez-vous dans un canapé, posez-vous dans un fauteuil, respirez profondément, ne serait-ce que 2 minutes par jour, sans penser à quoi que ce soit, ni à la liste de courses, ni à ce que vous allez devoir faire après ces fameuses 2 minutes, ni à tout ce que vous avez encore à faire, etc. etc. Non, juste 2 minutes de silence. 2 minutes de respiration. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous inspirez profondément, soufflez profondément et vous allez voir que ça fait une vraie différence. Faites ça pendant 21 jours et vous verrez la différence. Sans avoir rien à faire, vous allez voir que vous allez pouvoir voir des espaces où vous allez prendre des décisions différentes. Vous allez vous sentir suffisamment reposé et bien en faisant cela chaque fois que nécessaire. Alors, bien sûr, au départ, pensez bien, si vous ne l'avez jamais fait, vous aurez peut-être besoin de le faire plus souvent qu'au bout d'un certain temps, lorsque vous serez reposé, que vous vous écouterez régulièrement et que vous pourrez apprendre à vous respecter. Je vous invite à tester ça. Si vous ne pouviez vous souvenir que d'une seule chose ce soir, faites ça. Faites le chat 2 minutes par jour pendant 21 jours. Et vous me direz ce que ça donne juste après. Alors, comme je le disais au départ, tu es au bon endroit, au bon moment. Ça veut dire que vous avez choisi votre vie, ici et maintenant, avec tout ce que ça peut comporter. Et oui, je sais, parfois c'est compliqué. Mais tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez aujourd'hui, vous l'avez choisi. Alors quand on ne voit pas à quoi ça sert ou voilà, pourquoi avoir choisi ces expériences-là, quand on n'arrive pas à se sortir d'une situation compliquée, posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience, de cette situation, de cet accident, de cet événement, de cette relation, de cet échange avec cette personne? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Une fois que vous avez pu répondre à cette question-là, alors bien sûr, si vous ne savez pas, imaginez. De toute façon, quoi que vous imaginiez, vous allez imaginer en fonction de votre propre carte du monde. Vous allez imaginer en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous avez dans votre sac à dos, dans votre carte du monde. Donc, vous ne serez jamais complètement à côté de la plaque. Imaginez ce que ça pourrait être. Qu'est-ce que vous pourriez apprendre avec tout ça? Posez-vous cette question. Une fois que vous avez répondu à ça, prenez-en conscience. Ah ouais, alors ça peut être, si je reviens sur cette jeune femme, ben oui, le départ prématuré de mes parents est probablement là pour m'apprendre à vivre pour moi et non pas à travers eux ou pour eux. Et cette jeune femme, lorsqu'elle a compris ça, elle a commencé à vivre pour elle. Devenez responsable de votre vie. Arrêtez de subir. Arrêtez de vous dire que c'est horrible, c'est terrible. Oui, bien sûr. Et je peux vous en parler assez facilement, puisque j'ai eu une enfance plutôt compliquée. Disons qu'elle n'a pas démarré de façon très harmonieuse. Elle a commencé par des viols de mon grand-père et de mon oncle. Et franchement, je peux comprendre qu'on ait envie de rester au fond de la piscine avec tout ça. Mais il y a quand même une autre façon, un autre angle de voir les choses, qui consiste à se dire que on n'est pas ça. J'étais pas ce grand-père, j'étais pas cet oncle, et j'étais pas ce qu'ils m'ont fait non plus. Souvent, je dis à mes patients qui sont victimes d'abus ou d'agressions, c'est pas parce que lorsque vous avez appris à faire du vélo, au départ, vous tombiez, que vous allez dire aujourd'hui, au lieu de dire je sais faire du vélo, je sais tomber du vélo. Non, une fois qu'on a appris après, on sait dire je sais faire du vélo. Donc, on a cette faculté, bien sûr, et c'est naturel de se sentir acculé quand l'événement, l'accident arrive. Mais à un moment donné,
Est-ce que c'est vraiment ce qui vous caractérise pour toute votre vie? Est-ce que c'est vraiment ça que vous allez laisser comme empreinte pour vous? Votre empreinte dans votre sac à dos pour vos enfants, par exemple? Pensez-y. Est-ce que c'est pas plutôt une expérience, quelque chose qui vous est arrivé à un moment donné et qui peut vous rendre responsable de votre vie, qui peut vous rendre plus fort? En tout cas, c'est ce que moi j'ai décidé. Bien sûr, ça s'est pas fait en claquant des doigts, ça s'est pas fait comme ça, en 2 secondes, hein, on est d'accord. Pour autant, le jour où j'ai décidé que ça ferait partie de ma force, hem, ça m'a clairement donné une bouée d'oxygène supplémentaire. Alors j'en avais déjà d'autres, hein, bien sûr, mais ça m'a donné cet élan supplémentaire, pour me dire que je n'allais pas m'identifier à ça. Tout ce que vous vivez a un sens. Prenez-en conscience, simplement et parfois presque juste de dire: «Bon, bah, là, il doit y avoir un sens, il doit y avoir, quelque chose que je dois apprendre. Clairement, là, je vois pas et pour le moment, c'est OK. Je vois pas ce que ça peut être l'apprentissage parce que je suis tellement dans la machine à laver en mode essorage que j'ai vraiment du mal à me repérer et à savoir ce que cette expérience peut avoir à m'apprendre». Prenez juste conscience déjà de ça, que vous êtes dans le mode essorage, que c'est compliqué en ce moment et que c'est OK. Après les nuages, après la pluie, il y a toujours le soleil. La vie, c'est un cycle. À un moment donné, oui, on peut être en mode essorage, mais vous savez bien que la machine à laver, après le mode essorage, elle s'arrête et la lessive, elle est terminée. Bien, faites-en de même pour vous. Dites-vous au moment où vous êtes dans cette difficulté, au moment où c'est compliqué, qu'il y a forcément un sens. Il y a forcément quelque chose qui va sortir de ça. Alors après, ça peut être plus ou moins long. Vous savez ce qui va faire la différence? Si vous en prenez conscience ou pas. Si vous ne prenez pas conscience, je peux vous en parler, hein, j'ai vécu. J'ai passé 15 ans en mode automatique dans ma vie maritale précédente, avec mes enfants, mon boulot. L'adage métro, boulot, dodo, je connaissais. J'avais l'impression de courir tout le temps, j'étais fatiguée tout le temps, j'étais insupportable parce que j'étais complètement à côté de mes pompes et j'y arrivais pas. Et à partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience que ça, c'était pas OK, que ça, c'était pas OK pour moi et que je rêvais d'autre chose, je savais pas quoi, mais le simple fait de prendre conscience de ça, c'est déjà le premier niveau de guérison. Ensuite, votre mission, si vous l'acceptez, donc je rigole, vous êtes là, donc vous l'avez forcément accepté, c'est d'apprendre à différencier, alors ce que moi j'appelle le mental, la tête, vous savez ce truc là qui réfléchit non-stop, là, cette espèce de hamster dans son, comment ça s'appelle, le truc qui roule, le truc rond là, et qui galope toute la journée. C'est 3000 et quelques pensées à la seconde qu'on peut avoir. De différencier ça, cette partie de vous, alors ça fait partie de vous, mais cette partie-là, votre mental, ce que moi j'appelle mon Robert, c'est ce côté pensant, analysant, qui va découper, segmenter, programmer, analyser, comparer. Ça, c'est votre mental. OK, c'est utile. C'est utile puisque c'est ce qui fait que vous réfléchissez, c'est ce qui fait que vous allez identifier que telle ou telle expérience est agréable ou pas, ou a été agréable ou pas. C'est ce qui va vous alerter de danger, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une forme d'instinct de survie. Et puis il y a tout le reste, votre mental et votre essence. Et ça, c'est tout le reste. Alors vous ne le voyez pas, mais c'est tout ce qui est en dessous de la tête en fait. Tout votre corps. Et ça, j'ai envie de vous dire, votre corps, c'est la seule chose qui ne peut pas mentir. Vos ressentis, vos sensations, vos sentiments, vos émotions, vos sensations corporelles, ça ne peut pas vous mentir. Si vous avez mal quelque part, si les sensations de votre corps ne sont pas agréables, même si vous êtes a priori dans une situation que vous connaissez ou dans un environnement que vous connaissez, c'est le signe que quelque chose n'est pas OK pour vous. Et vous savez quoi? Il n'y a jamais de hasard. Observez ça, prenez conscience de ça. Tiens, c'est bizarre, ma tête me dit que ça va bien, ou alors que j'ai l'habitude d'aller à tel endroit. Et puis j'ai l'impression que tout le reste en dessous, ça me dit complètement l'inverse. OK, observez, sortez du mode automatique, prenez conscience de ce qui se joue. Alors après, j'irai beaucoup plus loin. Bien sûr, je suis thérapeute de l'âme. On y croit, on n'y croit pas. L'âme, c'est l'esprit, c'est quelque chose qui va être constant tout au long de nos incarnations. Alors bien sûr, si aujourd'hui on prend cet aspect-là, que vous y croyez ou pas, lorsqu'on décide de s'incarner, lorsque notre âme décide de se réincarner à nouveau, elle fait une liste. Vous savez, comme les listes de courses là. Bon alors cette fois-ci, dans mon incarnation là,
J'aimerais bien expérimenter l'abandon, le rejet, bon, un petit peu de trahison aussi. Et puis, voilà, j'aimerais vivre un élément traumatique à un moment donné qui puisse me réveiller. Comme si j'avais, voilà, le scénario A, tout se passe, voilà, d'une certaine façon. Et puis, paf, il y aura un événement, quelque chose qui va me réveiller, qui va me permettre à un moment donné de me réveiller, de me révéler, de repartir vers autre chose. Et si le plan A marche pas, le plan B marche pas, ben, il y aura le plan C, le plan D, plan, etc. Et en fait, c'est comme ce qu'on appelle des contrats d'âme, c'est-à-dire qu'on décide de vivre ces expériences avec quelqu'un qui va s'incarner également autour de nous. Alors, ça peut être un enfant, un parent, un conjoint. Et en fait, on se tape dans la main en disant, ben voilà, toi, tu vas me faire expérimenter. Allez, toi, je te donne l'abandon. Ça te va? OK. Comme par hasard, dans la vie amoureuse, la personne sera systématiquement seule ou sera voilà, trompée, ou bref, pour la trahison. Et ces expériences-là, elles ont été commandées par votre âme. C'est pour ça que je vous dis, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce qui se joue pour moi là? Qu'est-ce que ça me montre? Qu'est-ce que, à un moment donné, je n'ai pas vu dans ma vie et qui là vient me percuter pour que je puisse voir ce que je ne voyais pas jusqu'à maintenant? Posez-vous cette question de façon à pouvoir progresser, de façon à pouvoir évoluer vers autre chose et pouvoir faire différemment. Alors pourquoi au bon moment? Tu es au bon endroit au bon moment. Eh bien, pour apprendre à chaque instant à prendre nos responsabilités. Quand je parle de prendre ses responsabilités, j'ai souvent un outil qui me vient en tête et que j'explique. Je ne sais pas si vous avez tous pris l'avion au moins une fois dans votre vie, mais vous savez, au moment des consignes, quand les hôtesses parlent et nous donnent vous savez, les consignes de sécurité tout au départ, elles nous disent à un moment donné, en cas de dépressurisation, les masques à oxygène tomberont automatiquement. Placez d'abord votre masque sur votre visage avant de porter assistance aux autres personnes. Et ça, c'est un message primordial. Il faut absolument que vous appreniez à poser votre masque à oxygène sur votre nez, sur votre visage, avant d'aller vous occuper des personnes autour de vous. Lorsque vous aurez compris ça, imaginez 2 secondes. Vous êtes dans un avion qui dépressurise, donc un petit accident de vie, ou une situation traumatique, ou un événement qui arrive dans votre vie. Et vous décidez à ce moment-là, gentil comme vous êtes, de prendre le masque à oxygène qui tombe devant vous et de le donner à la personne d'à côté. Que va-t-il se passer? Eh bien, vous allez manquer d'oxygène. Vous n'aurez plus de gaz, plus d'énergie. Vous ne pourrez plus vous recharger. Vous n'aurez plus de batterie. Et c'est comme ça que moi, je vois dans mon cabinet énormément de personnes qui débarquent en me disant: «J'en peux plus en fait. Je n'en peux plus. Je suis à bout et je ne sais pas comment je fais pour tenir. Je dors plus ou je mange trop et à un moment donné, je ne sais plus où donner de la tête. Je suis tellement en train de m'occuper de tout le monde autour de moi que je finis par ne plus pouvoir respirer. Je suis en apnée». Réfléchissez à ça. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas prendre votre masque à oxygène en priorité, comment pouvez-vous porter assistance aux gens autour de vous? Alors là, je parle que vous soyez mère de famille et que vous ayez des enfants, que vous soyez conjoint, conjointe et que vous ayez un partenaire, peu importe. Si à un moment donné, vous ne savez pas vous oxygéner vous-même, comment pouvez-vous espérer oxygéner les autres? Alors peut-être, certes, vous allez les oxygéner, vous allez leur fournir tout votre oxygène et à un moment donné, vous ne pourrez plus. Et c'est comme ça qu'on tombe sur des burn-out, sur des accidents de vie, sur tout plein de choses qui font qu'à un moment donné, on se rend bien compte, c'est comme un véhicule en fait. Imaginez 30 secondes. Vous roulez, vous transportez tout le monde, vous faites du covoiturage pour tout le monde. Alors, vous êtes la personne la plus aimée du coup parce que vous rendez service à tout le monde et vous amenez tout le monde tous les jours. Sauf que si vous ne faites pas le plein de votre propre véhicule, il y a un moment donné, le véhicule va s'arrêter. C'est exactement la même chose. Alors de grâce, n'allez pas jusqu'à la panne sèche, n'allez pas jusqu'à voilà, plus pouvoir respirer du tout. Apprenez à vous oxygéner vous-même. Même en situation vraiment extrême, apprenez à vous faire passer en priorité. Apprenez ne serait-ce qu'à observer quel est votre besoin.
Quel est mon besoin là maintenant? Est-ce que c'est vraiment d'aller porter secours? Ou là, porter secours, je peux le faire, je sais faire, je n'en doute absolument pas. Par contre, qu'est-ce que je vais y laisser? Et est-ce qu'au final, euh, l'aide que je vais apporter, alors si je vais dans cet exemple-là, dans ma première partie de vie, lorsque j'étais mariée avec mes enfants, je m'occupais de tout le monde, hein. Alors tout le monde, tout, la logistique, la maison, et cetera. En plus de mon travail, bien sûr, hein. J'avais la deuxième vie qui commençait après à se rentrer du travail. Et en fait, je me suis rendu compte que, j'en devenais absolument exécrable avec mes propres enfants, à hurler tout le temps: «Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi, vite, vite, vite». Et en fait, c'était mon propre stress, ma propre apnée, que je faisais vivre à mes enfants qui, eux, n'avaient absolument rien demandé. Alors certes, j'étais tout le temps présente, hein, ça, il y a pas de débat, j'étais tout le temps là. Je gérais tout, je faisais tout, mais au final, j'étais en apnée. Et quand j'étais en apnée, eh ben, je ne me rendais pas compte que je pouvais être agressive, que je pouvais être mauvaise, que je pouvais être méchante, simplement parce que j'étais complètement à bout et que je ne savais pas m'arrêter. Apprenez à mettre le masque à oxygène sur votre visage d'abord. Ensuite, en prenant ses responsabilités, c'est observez-vous lancer des flèches. Observez-vous lancer des flèches. Quand vous demandez à un confrère, un collègue de vous fournir quelque chose dont vous auriez besoin, posez-vous la question. Est-ce que c'est juste pour moi, pour vous? Est-ce que c'est juste de lancer cette flèche? Est-ce que c'est juste de demander à cette personne quelque chose dont vous avez besoin? Et dans le même temps, lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, un partenaire, peu importe, on n'est pas deux, on est trois. Les deux personnes et la relation qui nous lie. Chaque fois que, alors, dans une relation, on est responsable chacun d'une moitié de la relation. Lorsque quelqu'un fait des demandes auprès de son partenaire, par exemple, euh, ce que je peux avoir entendu au hasard dans des consultations, c'est je comprends pas, mon mari, il rentre toujours trop tard et finalement, j'ai tout fait, j'ai tout organisé et quand il rentre, eh ben, la seule chose qu'il a envie, c'est de se poser devant la télé et rien faire. Donc cette, épouse envoyait dans la relation des reproches, des constats négatifs, dans sa partie de la relation. Et son époux, lui, décidait, selon les cas, d'accepter ce que son épouse envoyait de son côté de la relation, et du coup, je vous le donne en mille, il s'agaçait et ça partait en vrille, ou bien décider de ne pas du tout prendre en compte ce que son épouse lui disait et d'arrêter les informations au milieu de la relation et de continuer à faire ce qu'il avait à faire. Alors bien sûr, à ce moment-là, lorsque la chose s'arrête au milieu, l'épouse se le reprend en boomerang et en plus, il dit rien, j'ai beau dire quelque chose, etc. Au final, l'important pour cette personne qui avait 45 ans, c'était de dire: «Mais ça fait des années, en fait, que j'arrête pas de faire des reproches, que je râle tout le temps, que je crie tout le temps et ça s'arrange pas et ce que je constate aujourd'hui, c'est que ça me fait dépenser beaucoup d'énergie et j'en ai marre». Alors elle était, au moment où elle est venue dans mon cabinet, sur le quasiment, à décider de se séparer et en fait, simplement en lui expliquant ce que je viens de vous expliquer là, je lui ai dit: «Mais est-ce que vous pourriez, à partir de maintenant, envoyer quelque chose dans la relation qui reflète ce que vous avez réellement envie de dire et non pas vos reproches et vos tracasseries et votre agacement et cetera, mais d'envoyer quelque chose qui fait que vous allez vous exprimer depuis votre point de vue. Par exemple: "Mon chéri, ce soir, je suis fatiguée, j'ai géré beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce qu'il te serait possible de participer à quelque chose dans la maison ou dans la soirée ou t'occuper des enfants, peu importe, pour que je puisse me reposer un tout petit peu aussi. Si tu es d'accord avec ça, je te laisse encore quelques minutes et puis ensuite on prend le relais et on échange." Vous comprenez bien que ce qu'elle a envoyé en parlant d'elle et non pas en lançant des flèches et en demandant à ce que son compagnon réagisse ou lui apporte ce dont elle avait besoin, en s'exprimant de son point de vue à elle, ce qu'elle a envoyé dans la relation était beaucoup plus doux et du coup son époux a entendu et a accepté de recevoir ce qu'elle envoyait. Ça, c'est la situation idéale. Elle a pris conscience de ce qu'elle envoyait dans la relation, elle a pris conscience que ça lui prenait de son énergie et de son oxygène et elle a décidé de commencer à s'exprimer autrement. Deuxième cas de figure, le cas de figure où une des personnes
envoie dans la relation des choses plutôt toxiques, polluantes. Et là, dans ce cas-là, ce que moi j'appelle des sacs à ordures, ça peut être des reproches, ça peut être parfois même jusqu'à des insultes. Dans ce cas-là, la personne qui envoie ça, souvent, trouve en face d'elle, au hasard, des personnes qui, elles, accueillent à bras ouverts toutes ces ordures que l'autre lui envoie. Pourquoi? Parce que, ben, voilà quoi, la personne, elle parle, donc je l'écoute et puis je laisse faire et au final, bah, voilà quoi. Alors, soyons pragmatiques. Quand nous avons 2 maisons face l'une à l'autre, avec un grillage, enfin, ou un petit portail au milieu, que certains voisins décident, parce que eux, ça leur convient, d'envoyer leurs sacs à ordures dans votre jardin, vous avez la possibilité de les accepter. À chacun fait ce qu'il veut. Mais vous avez aussi la possibilité, à un moment donné, compte tenu du fait que nous générons déjà nous-mêmes nos propres ordures, de décider de ramener ce sac à ordures à la frontière, c'est-à-dire au portail, en disant: écoute, j'ai bien vu que tu m'avais envoyé un sac à ordures là, je comprends que tu puisses me l'envoyer et avoir envie de t'en débarrasser, mais là, t'es gentil, mais avec tout ce que j'ai déjà géré moi-même dans mon jardin, les feuilles mortes, les brindilles, les machins, les trucs, je ne vais pas en plus me charger avec tes propres ordures. Donc, si tu es d'accord, je vais arrêter le sac à ordures à la frontière au portail. Et c'est comme ça qu'on apprend à se positionner. Je vous donne un exemple pratico-pratique. J'ai un jeune homme de 30-35 ans qui est venu me voir à un moment donné, qui était en difficulté dans sa relation de couple et qui a eu le courage de venir consulter en m'exprimant le fait qu'effectivement, sa compagne lui faisait énormément de reproches, qu'il comprenait bien qu'elle avait des demandes, mais que c'était pas forcément très clair ce qu'elle voulait vraiment et que, au final, sa façon de le formuler était pour lui, enfin, la façon dont il recevait ses messages était assez violente pour lui. Et du coup, bah, il avait décidé de se mettre en retrait et tout en ayant à la fois conscience qu'en se mettant en retrait, ça ne faisait qu'alimenter la colère de sa compagne, mais en même temps, il ne savait pas comment faire autrement. Et donc, le premier exercice a été pour lui d'observer les sacs à ordures, donc les phrases assassines, les regards, parce que parfois ça peut être aussi ça, un sac à ordures, ça peut être simplement un regard, un geste, une mimique, qui pour vous, dans votre carte du monde, vous, est pris comme étant un sac à ordures. Alors encore une fois, tout ça, ça peut être lié à votre histoire, à des traumatismes du passé, mais j'ai des exemples très concrets de sacs à ordures qui sont simplement des regards ou des mimiques. Et donc, pour ce jeune homme, il a été question, les toutes premières fois, dans le quotidien, d'observer sa compagne pour savoir si elle était en train de lui envoyer des sacs à ordures ou pas. Et le simple fait d'observer ça lui a permis de prendre conscience qu'effectivement, certains aspects ou certaines phrases ou certaines mimiques de sa compagne eh ben, pouvait faire chez lui comme bouton pressoir où il voyait le sac ordure arriver et ça pouvait le faire dégoupiller. Alors dégoupiller, non pas dans la colère, mais dans la colère intériorisée, c'est-à-dire qu'en fait, bah, il ruminait à l'intérieur et son repère là était en boucle sur voilà, ce qu'elle me dit c'est pas juste et blablabla, tout ça. Il était en boucle. Bref, l'idée, quand je dis de prendre vos responsabilités, c'est simplement d'observer ces sacs à ordures qui peuvent vous être envoyés dans le quotidien, d'apprendre à observer ce qui peut vous être désagréable, ce collègue qui vous fait cette réflexion comme à chaque fois, et puis ben, vous ne réagissez pas, vous ne dites rien, vous le laissez faire parce que vous ne savez pas comment faire autrement ou que vous n'en aviez pas pris conscience jusqu'à maintenant et puis vous le preniez comme un pélo, alors que en fait, en prenant conscience des choses, vous pouvez commencer à vous dire: ah oui, là en fait, il essaye de m'envoyer un sac à ordures, il est en train d'essayer de me refourguer son truc, et ah oui, oui, bah, j'avais jamais remarqué qu'il était en train de le faire, mais effectivement, c'est ce qu'il était en train de faire. Et ça, c'est déjà un premier niveau de guérison. Le simple fait d'être conscient qu'il se passe quelque chose de ce genre-là et que c'est pas OK pour vous et que c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin dans votre jardin. Ça, c'est prendre vos responsabilités. Alors ensuite, une fois qu'on a dit ça, eh ben, bien évidemment, c'est d'apprendre à se positionner, d'apprendre à le faire sur le moment. Lorsque vous êtes en phase de réception de sac à ordures, eh bien, c'est de dire: écoute, je comprends que tu puisses dire ça, ou je comprends que tu puisses être en colère, ou je comprends que tu puisses vouloir telle ou telle chose de moi.
heu, mais excuse-moi, je suis pas d'accord, ou c'est pas OK pour moi ce que tu fais là, ou c'est pas OK ce que tu dis là, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je comprends que tu puisses le dire, mais je ne suis pas d'accord. Et le simple fait de positionner les choses telles que je viens de vous les expliquer là, à cet instant-là, ça arrête le sac à ordures au milieu, entre les 2 jardins, et ça laisse retomber le sac du côté de la personne en question. Alors j'ai pas dit que c'était simple. J'ai pas dit que vous y arriverez dès le départ, mais apprenez à le faire, et apprenez à le faire dès maintenant, pour éviter de vous prendre d'autres sacs à ordures dans votre jardin qui ne sont pas, en fait, c'est pas juste pour vous, c'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour toutes les personnes qui sont autour de vous que d'accepter les sacs à ordures des autres personnes autour, votre famille, vos collègues, vos enfants, votre partenaire, peu importe. Et même si ces sacs à ordures, on est d'accord, peuvent être envoyés de façon soit inconsciente, sans vouloir faire du mal ou sans vouloir être mauvais ou méchant, on est d'accord. Pour autant, on est bien d'accord aussi, et je le partage ça, que ce soit en séance individuelle ou en stage, que de toutes petites réflexions, de toutes petites mimiques, des intonations de voix, des tons de voix, ou bien alors des regards ou des gestes peuvent à un moment donné être pour nous, dans notre propre carte du monde, avec ce qu'on a dans notre sac à dos, eh bien, un sac à ordures, quelque chose qui n'est clairement pas agréable à recevoir. Et pour autant, eh bien, on ne réagit pas forcément à ces choses-là, et on les entasse, on les entasse, on les entasse, jusqu'à s'alourdir de trucs qui ne sont... En fait, c'est clairement pas juste. Donc, l'idée, c'est de faire de l'éco-responsabilisation en décidant qu'à partir de maintenant, chacun ses propres ordures, et Dieu sait qu'on en a déjà suffisamment dans notre sac à dos à trier, entre les trucs qu'on n'a plus envie, les trucs qui nous ont servi pendant un moment, et c'est très bien comme ça. Mais là, clairement, maintenant, c'est plus OK. Les trucs qui n'ont jamais été OK, les trucs qui ont pourri, et qu'on se trimballe parce que on n'a jamais regardé ce qu'il y avait dans le sac à dos, etc., etc. C'est vraiment de l'éco-responsabilisation, qu'à un moment donné, d'apprendre à déterminer ce qui est OK pour soi et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est un outil que je développe un peu plus dans les ateliers ou les stages que je peux faire. Et la dernière chose, et peut-être une des plus importantes, ramener de la bienveillance. Oh, combien de fois je suis obligée de faire ce geste-là en séance, en stage, en atelier, parce que la personne est en train de parler et elle se condamne, elle se flagelle, elle se pourrit elle-même, en fait. Combien de fois on fait ça? Combien de fois faites-vous ça dans votre journée? De vous dire t'es nul, tu n'y arrives pas, tu vois, t'as encore fait ça, de façon négative. Combien de fois le faites-vous dans votre journée? Et est-ce que vraiment c'est juste? Posez-vous la question. Ok, j'ai mal réagi. J'ai répondu de façon plutôt abrupte à ma puce là, et c'est pas juste, la pauvre chérie. Voilà. Est-ce que c'est vraiment ok pour vous d'avoir réagi comme ça? Non? Très bien. Alors plutôt que de vous flageller et de vous juger et de vous rabaisser et de parler de vous de façon super négative, posez-vous simplement la question. Comment puis-je faire une prochaine fois différemment? Une fois faire de telle sorte que ça soit OK pour moi. Alors là, peut-être d'apprendre à dire: «Écoute ma chérie, non, là, je suis très fatiguée et c'est pas OK de faire du macramé avec toi ou un puzzle ou de raconter une histoire ce soir. Si tu es d'accord, demain, je t'en lis 2». Sauf que la plupart du temps, quand il y a un bouton pressoir qui s'enclenche et qu'on réagit de façon un peu, voilà, c'est trop tard, on a déjà réagi. Et donc la seule chose qui se passe après, c'est ça, c'est qu'on va se pourrir, on va se rajouter des sacs à ordures. T'es nul, t'as vu comment tu lui as parlé, c'est n'importe quoi, c'est toi l'adulte, tu devrais réagir autrement. Et on continue de s'alimenter son propre jardin avec tous nos sacs à ordures. Et là, on s'installe dans les ordures, là, et puis ça pue bien, et puis on accumule et on stocke. Et en fait, ça sert à rien. Soyez bienveillant avec vous-même. Alors en séance et moi en atelier, je fais souvent ça. Quand la personne, elle parle pas bien d'elle-même, moi, ça me percute. Donc je fais ce signe-là pour que la personne reformule. Ok, tu as fait de ton mieux dans cette situation-là, à ce moment-là, dans cette conversation-là, ou aujourd'hui, ou à ce moment-là. Comment peux-tu faire autrement une prochaine fois? Comment peux-tu faire mieux une prochaine fois? Et de grâce, soyez bienveillant avec vous-même. Quand vous apprenez à vous positionner, quand vous apprenez votre propre écologie, dans la gestion de vos ordures et tout ça, mais soyez bienveillant avec vous-même. Si vous ne l'êtes pas, qui va l'être?
On est d'accord que ce n'est pas votre conjoint qui va l'être au moment où il a eu une sale journée, ou il s'est engueulé avec son collègue, ou votre enfant qui s'est fâché avec sa copine, ou je ne sais quoi. Clairement, ce n'est pas eux qui vont s'arrêter pour vous dire: «Ah maman, pauvre chérie, tu as eu une mauvaise journée». Bah non, enfin ça n'existe que dans les films, on est d'accord? Donc à un moment donné, si vous ne le faites pas pour vous-même, qui va le faire? Apprenez à le faire. OK, c'est passé. Vous n'avez pas réussi votre meeting, vous n'avez pas répondu correctement à tel client, vous avez répondu de travers à votre enfant ou à votre partenaire. Bon, bah, donc acte, c'est fait. Arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous condamner avec ça et ramenez de la bienveillance là-dedans. Comment allez-vous faire une prochaine fois? En résumé, si vous pouviez accepter qui vous êtes vraiment, mais vraiment, avec tout, avec ces sacs à ordures, ce sac à dos, cette carte du monde, votre façon de réagir, votre façon d'être, accepter qui vous êtes vraiment, ben, ça passe par apprendre à vous comprendre. Pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça? Qu'est-ce que vous avez dans votre sac à dos? Qu'est-ce que vous avez dans votre carte du monde qui fait qu'à un moment donné, votre automatisme, votre mode automatique passe par ça, passe par ces réactions, par cette façon de faire, cette façon d'être? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Je me souviens d'une jeune femme qui était venue me trouver en me disant, voilà, j'ai une relation très compliquée avec mes parents, ça fait des années que ça dure, avec ma mère en particulier. C'est vraiment terrible, en fait, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à se comprendre. Ça part en vrille systématiquement et elle me dit: «Souvent, je viens avec une nouvelle intention en me disant: "Allez, cette fois-ci, voilà, je réponds au téléphone, cette fois-ci, je lui parle, cette fois-ci, je vais la voir"». Et en fait, elle me dit: «Je ne sais pas pourquoi, mais ça finit toujours par partir en quenille». Hem, pour des broutilles la plupart du temps, je ne sais plus, l'autre fois c'était une histoire de gratin ou je sais pas quoi et c'est parti en vrille à ce moment-là et au final, je vous le donne en mille, hein, quand elle ressortait de chez sa mère ou qu'elle raccrochait le téléphone, sa maman, on ne savait pas trop, elle ne savait pas elle-même, comment gérait sa maman, la chose. L'altercation, la mésentente et puis surtout tout ce qu'elle s'était échangé à ce moment-là. Mais elle repartait avec ça et elle venait me consulter pour ça. En me disant: «J'en peux plus en fait, parce que je m'en sors pas et je m'aime pas quand je suis comme ça et je comprends pas pourquoi je fais ça». Si vous apprenez à comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, alors c'est pas, de trouver, pourquoi ça fonctionne comme ça et de le prendre comme excuse pour une prochaine fois, qu'il arrive quelque chose, ouvrir sa jolie boîte à excuses en disant: «Ouais, non mais je réagis comme ça, mais c'est parce que» non, c'est simplement pour vous accompagner avec amour. Ben ouais, j'ai cet automatisme de fuir quand la situation devient difficile, ou j'ai cet automatisme d'aboyer plus fort quand il se passe quelque chose, et c'est OK. C'est parce que ça fait partie de mon histoire et maintenant je sais pourquoi, je suis allée chercher l'origine, je sais pourquoi ça existe. Et donc je peux me regarder avec amour. Cette petite puce de 4 ans qui se faisait humilier à l'école et dont la maman ne voulait pas entendre ce que la petite fille lui racontait en rentrant de l'école, que sa maman lui disait: «Mais c'est n'importe quoi, allez, tu exagères». Mais cette petite fille, elle a gardé ce traumatisme en elle. Et chaque fois que sa maman la contredit, chaque fois que sa maman, aujourd'hui, lui disait quelque chose qui n'était pas OK pour elle, et ben cette colère de petite fille de l'époque qui n'était pas entendue parce qu'elle était humiliée par ses camarades de classe et que sa maman, quand elle rentrait à la maison, lui disait: «Bon, allez, c'est n'importe quoi, t'en rajoutes des caisses, c'est n'importe quoi, bah, t'as qu'à répondre» et puis voilà. Cette petite fille, elle ne s'est pas sentie soutenue à l'époque. Et ça a créé un trauma. Et les filaments dans le présent, c'était que chaque fois que sa mère s'opposait à elle, chaque fois que sa mère lui faisait une petite réflexion de rien du tout, sur, elle avait fait le choix d'un pull en couleur bleue et sa mère lui disait qu'elle aurait dû le prendre en jaune, et ben ça enclenchait ce bouton pressoir, ça suivait le filament et ça allait jusqu'à ce traumatisme de cette petite puce qui avait 4-5 ans quand c'était arrivé. Et ben ça renclenchait ça. Et je vous le donne en mille. C'est comme l'électricité, vous savez, vous appuyez sur le bouton, l'électricité s'est conduite jusqu'à là, pouf, ça explose. Et ben ça explosait systématiquement. Et lorsqu'elle a accepté de regarder cet épisode petite, avec bienveillance. Bien évidemment que c'était parfaitement injuste que sa maman lui dise ça. Comment est-ce qu'elle pouvait savoir à 4 ou 5 ans comment se dépatouiller d'une situation pareille? Elle aurait aimé que sa maman l'aide à ce moment-là. Et de la même façon, qu'elle la soutienne, qu'elle l'aide, alors soit qu'elle lui donne des astuces pour pouvoir s'en dépatouiller de la situation, soit qu'elle aille intervenir auprès des enfants, j'en sais rien, mais en tout cas qu'elle agisse, qu'elle fasse quelque chose. Cette petite fille,
eh ben, elle avait fomenté beaucoup d'agressivité, beaucoup de colère contre sa maman et contre elle-même, parce qu'elle n'arrivait pas à se sortir de cette situation et qu'en plus, sa maman ne l'aidait pas. Donc aujourd'hui, chaque fois qu'une situation se présente de ce genre-là, ça explose. Une fois qu'elle a compris ça, on est allé discuter avec cette petite puce. Et on lui a dit, mais t'as raison, ma chérie, c'est pas juste. Maman, elle aurait dû t'entendre. Maman, elle aurait dû t'écouter. Maman, elle aurait dû être présente pour toi. Elle aurait dû être là. Elle aurait dû te dire. Alors, une petite parenthèse. Il est absolument hors de question de faire le procès des parents. On est d'accord. Quand je dis ça, on n'est pas en train de faire le procès de la maman en question. Cette maman-là, on va aussi le visiter, ça, selon sa carte du monde, son histoire, son sac à dos. Elle a fait de son mieux à ce moment-là. Et que peut-être elle n'a pas vu l'importance de la chose. Elle n'a pas su voir. Peu importe. L'idée, c'est de ramener de la bienveillance et de l'amour pour absolument tout le monde. À la fois cette maman qui a fait de son mieux à ce moment-là, et à la fois pour cette petite fille et cet adulte qui aujourd'hui est en difficulté avec sa maman. Et à partir du moment où on arrive à ramener de la bienveillance et qu'on arrive avec la situation d'origine, on arrive à s'accompagner avec amour. Comment est-ce que cette petite puce de 4 ou 5 ans aurait-elle pu faire autrement? Elle n'avait pas de modèle, elle n'avait pas de soutien. Elle n'aurait pas pu faire autrement. Et ce n'est pas la peine de la condamner aujourd'hui, dans le quotidien, parce qu'elle est agressive ou parce qu'elle n'arrive pas à s'en défaire. On va simplement réparer les choses. Et en réparant, je vous le donne en mille. Aujourd'hui, elle a une relation apaisée. Elle a même pu en parler avec sa maman de cette situation-là. Et les choses se sont apaisées. Elles ont échangé d'adulte à adulte sur ce qui s'est joué à ce moment-là, de la souffrance que cette petite puce a pu avoir. Et sa maman a également pu s'exprimer sur le pourquoi elle n'avait pas vu tout ça à cette époque-là. S'accompagner avec amour, c'est une des meilleures solutions pour s'accepter, en fait, au lieu de se condamner, de se flageller. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on peut se poser la question, est-ce que vous voudriez plus de sens? Est-ce que vous auriez envie d'évoluer dans votre vie? Est-ce que vous auriez envie d'arrêter ce fameux cycle infernal? Alors, j'ai une patiente un jour qui m'a dit, oui, en gros, le cycle répétitif, d'après ce que j'en comprends de ce que vous m'expliquez, c'est ce cycle infernal des emmerdes de notre vie qui se répète non-stop. Oui, c'est ça. Alors, je l'ai mis avec des guillemets, hein, parce que bon, voilà. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je parle franc. Avez-vous l'impression d'être dans une boîte? Certes, peut-être dorée et magnifique. La mienne était extraordinaire quand j'étais mariée. Je ne manquais d'absolument rien. Elle était dorée, magnifique, etc. Malheureusement, elle n'était pas à ma taille. Et elle était absolument étouffante. J'ai cherché des solutions autour de moi. J'ai voulu trouver des personnes qui me diraient quoi faire pour moi. Et parfois, je n'ai pas écouté certaines personnes qui me disaient quoi faire que je n'avais pas envie d'entendre. Donc, je n'avais pas envie d'entendre et je n'écoutais pas et je ne faisais pas. Voilà. Bref, si vous pensez qu'il n'y a plus d'issue pour vous, sachez que il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est OK pour vous. Et ça, c'est un des outils que j'apprends également. Posez-vous cette question. Est-ce que cette situation, cette relation, cette façon d'être, ma façon de réagir, est-ce que c'est OK pour moi ou pas? Et ne répondez pas avec votre Robert, répondez avec tout le reste, le corps, dans les sensations, dans les sentiments, dans les ressentis. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est OK pour vous ou pas? Pour pouvoir redevenir le maître de votre propre vie, sortir du mode automatique, sortir de ce que les parents voudraient que vous fassiez, votre partenaire voudrait que vous soyez, vos enfants voudraient vous voir être, vivre ou faire. Bref, revenez à vous, redevenez votre propre maître. Et pour ça, eh bien, trouvez les outils qui vous correspondent, les outils qui vous font évoluer. Il y en a qui vont fonctionner, c'est comme tout, et il y en a qui ne fonctionneront pas. Testez-les. La seule façon de savoir, testez-les. Essayez-les, testez-les dans votre quotidien. Voyez si ça vous fait évoluer, voyez si ça vous fait changer de trajectoire et si c'est OK pour vous de faire ça. Si la réponse à cet outil, elle est bonne pour vous ou pas. Et ça, vous pouvez le faire dès maintenant. Cessez de tourner autour du pot. Allez-y, en fait. Parce que si vous continuez à tourner autour du pot, vous allez continuer à rester dans ce que vous êtes aujourd'hui. Et parfois, ça peut durer. Ça a duré 15 ans pour moi. Pendant 15 ans, je savais que je n'étais pas dans une situation idéale pour moi. Je savais que ce n'était pas ça qu'il me fallait. Et pour autant, j'ai pas voulu entendre, j'ai cessé d'écouter. Je me suis mis en pilotage automatique. Et j'ai pris la casquette de la mère parfaite, l'épouse parfaite, la fille parfaite, l'amie parfaite et la collègue parfaite. Et j'ai continué mon trajet en me disant que c'est pas grave, j'allais continuer et que finalement, d'aider tous ces gens autour de moi, de faire pour eux, faire en sorte que tout se passe bien, c'était OK. Sauf que ça l'était pas. Ça l'était pas et il a fallu un accident de vie pour que je m'en rende compte. Il a fallu un accident de vie pour que je tombe au fond de la piscine, et que je sois dans la difficulté, dans la lourdeur, dans l'extrême douleur.
pour pouvoir décider à un moment donné, et ben voilà, de reprendre la main, de chercher les choses, qui étaient justes pour moi, de chercher ces outils qui étaient justes pour moi. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire ça, que j'ai commencé à collecter tous ces outils et à les tester en temps réel, j'ai su que je pouvais changer. J'ai su que je pouvais évoluer. Et croyez-moi, c'est le cas. Donc aujourd'hui, ça, je peux vous y aider. Je peux vous y aider en partageant ces outils, en partageant mes dons, pour éviter de tourner autour du pot trop longtemps et aller à l'essentiel. Et donc, c'est ce que je vous invite aujourd'hui à partager. À la fois, alors là, je vais vous expliquer ce que je peux vous proposer. Euh, il y a deux façons d'intervenir, soit en séance individuelle, bien sûr. Euh, c'est parfaitement efficace également. Et il y a les sessions de groupe. Et dans les sessions de groupe, il y a des avantages complémentaires. Dans les avantages complémentaires, il y a l'échange, le partage. Et il y a le fait également que lorsqu'on est dans une situation bloquée et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, autrement dit, quand il y a du brouillard dans nos perspectives, qu'on se sent vraiment complètement perdu, complètement dans le flou, une des façons de se sortir de ce flou, c'est d'entendre d'autres personnes parler de leur propre expérience, de comment eux, ils s'en sont sortis, qu'est-ce que eux, ils ont testé pour eux. Et c'est le moment d'attraper des informations pour vous. Dans les outils que je propose, il y a des ateliers actions. Alors, les ateliers actions, ce sont des thématiques sur une journée, avec un thème sur une journée. Il existe aujourd'hui 8 thèmes différents qui peuvent vous permettre, à un moment donné, d'aborder des aspects différents qui correspondent à là où vous en êtes pour le moment ou sur le moment et qui peuvent vous aider dans ces ateliers actions à trouver des outils personnalisés à tester et à voir si c'est OK pour vous. Dans les thèmes, alors il y a débloquer des situations. Si vous êtes clairement aujourd'hui à une... Vous savez, il y a comment ça s'appelle, la rencontre de deux chemins. Vous ne savez pas lequel prendre et vous êtes un peu bloqué là à l'intersection sans savoir quoi faire. Alors, au-delà du proverbe chinois qui dit que quand on est à la contrée de deux chemins et qu'on ne sait pas quel chemin prendre, il vaut mieux s'asseoir jusqu'à ce qu'on sache. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire dans cet atelier débloquer les situations. Il y a également la journée sur tous les outils de la thérapie d'âme. Donc, on balaye tous les outils qui existent. Et là, vous pouvez faire votre marché, voir ce qui pourrait tester et voir ce qui pourrait marcher pour vous. J'apprends également, vous vous souvenez, hein, dans notre incarnation, dans notre vie, on a aussi cette mission de faire la part des choses entre notre Robert, notre mental, notre ego et le reste. Eh bien, c'est ce que je vous invite à apprendre dans le négocier avec votre ego pour en faire un allié. On parle également des relations amoureuses et de la sexualité. Alors, je vous ai parlé avec ce schéma, donc voilà, j'ai ce petit signe-là pour expliquer les relations. On aborde ça lors de cet atelier sur les relations amoureuses et la sexualité. Alors, la sexualité dans le sens, voilà, apprendre à ce qui est OK pour moi, apprendre à le dire et apprendre à me positionner dans cette relation. Commander l'abondance. Alors, comme j'ai beaucoup dans ma patientèle de personnes indépendantes, j'ai eu beaucoup de demandes sur passer commande. Et donc, ça, c'est un des outils que j'utilise et que j'apprends à mes petits padawans, à mes petits patients, comment passer commande. Alors, pour l'abondance, mais l'abondance d'absolument tout ce qui existe. Un autre atelier sur comment développer son intuition, comment apprendre à écouter plus ça. Et donc, c'est l'atelier Révélez-vous, faites du vous. Apprenez à être vous-même et n'essayez plus de rentrer dans des boîtes, dans des cadres. Alors, cette époque-là, ça fonctionnait bien dans l'année de mes parents, dans les années entre les années 50 et les années 80, ça marchait parfaitement. On arrivait tous à se mettre dans une boîte, on faisait des études, on apprenait un métier et on faisait ce métier jusqu'à la fin de nos jours. Et on ne changeait pas. Aujourd'hui, clairement, vous le voyez bien autour de vous, plein de choses existent qui n'existaient pas il y a encore 30 ans. Aujourd'hui, même si vous faites un métier qui est connu, reconnu, vous pouvez parfaitement commencer à l'exercer en étant vous-même, plutôt que de changer tout. Juste, déjà, faites du vous. Alors, je me souviens de cette notaire qui était venue en consultation pour me voir en me disant « J'en peux plus de mon métier, j'en ai ras-le-bol. Mes confrères sont des vieux boudins, ils n'arrêtent pas de râler, et ça me saoule. Et puis, ils sont pas fun et on rigole pas. » Et voilà. Alors, c'est assez rigolo parce que j'ai plein de notaires dans ma patientèle. Et à chaque fois, je leur dis « Mais vous voudriez faire votre métier comment, vous ?»« Oh, bah,
si c'était que moi. Et donc, c'est assez rigolo de les entendre dire ça. Et je vous le donne en mille, au bout de quelques séances, elles me le disent. Ces femmes, alors je pense à 2 femmes en particulier, elles me disent: «Ouais, bah, maintenant je fais comme j'ai envie. Quand j'ai plus envie de tel ou tel dossier parce que ça me saoule et que ça va vraiment pas être un truc qui va me convenir, bah, je leur file à mon collègue bougon et il est ravi» et voilà. Ça peut être simplement d'adapter ça, d'adapter votre vie, d'adapter en fonction de qui vous êtes. Je fais également 2 thématiques un petit peu plus particulières sur le jumeau perdu, et sur les flammes jumelles qui sont 2 thématiques, dont vous pourrez, voir un peu plus de détails sur ma page Facebook ou sur mon site internet. Donc ça, ce sont les ateliers, donc une journée de partage et d'échange avec un thème donné. Et puis il y a, les stages actions qui sont là plus, quelque chose qui vous permet de rentrer, dans un process qui va durer, sur au total 6 jours. Alors vous prenez votre temps bien évidemment en fonction de votre évolution et de vous, pour passer ces étapes. Le premier niveau s'appelle reprendre la main sur son quotidien. Donc l'idée, c'est de commencer à modifier le quotidien, de trouver les outils qui vous sont favorables, d'observer ce qui se passe pour vous et d'apprendre à vous occuper de vous avec beaucoup de bienveillance, de compassion et d'amour. Ce premier niveau vous permet à la fin de reprendre la main. Alors on est d'accord, hein, pas forcément sur tout dans votre vie, mais en tout cas de commencer à identifier les situations problématiques et à reprendre la main sur ces situations et de prendre conscience de ce qui se fait. Le niveau 2, que j'appelle décollage grandiose, c'est clairement là s'axer sur casser les blocages qui sont encore présents à ce moment-là pour récupérer de l'autonomie, pour régler des problématiques du quotidien. Donc là, on zoome un petit peu plus sur certaines problématiques de façon à aller un petit peu plus loin dans les démarches et aller à la fin de ce stage niveau 2, clairement l'évolution elle est en marche, c'est concret dans la vie de tous les jours. Vous savez aujourd'hui repérer ce qui ne convient pas, vous savez apporter des modifications à ce qui ne convient pas et changer un tout petit peu la trajectoire de ce qui ne vous convenait pas. Et puis il y a enfin le niveau 3 que j'ai appelé incarne ta mission. Là, le travail sur vous, il est fait. Alors, pas terminé, hein, soyons pragmatiques. De toute façon, comme j'explique, on aura fini de travailler sur soi quand on sera entre 4 planches. Donc, soyez plutôt conscients et heureux d'être en plein travail, d'apprendre plein de choses tous les jours sur vous, sur les autres, sur les interactions avec les autres, sur votre positionnement, votre bienveillance, etc. Parce que c'est le signe que vous êtes vivant. J'ai encore cette semaine reçu une jeune femme qui s'est assise dans le siège de consultation en disant « Oh, j'en peux plus, c'est trop compliqué ». Je lui dis « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit bah, « J'ai des hauts et puis j'ai des bas aussi, j'en ai marre ». Alors, je vous rappelle simplement une toute petite astuce, c'est que quand vous souhaitez que les choses soient calmes, posées, que tout se passe bien, que tout soit linéaire, c'est ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme plat, quand on est décédé. Quand on est vivant, notre électroencéphalogramme, bah, il fait ça, voilà. Il y a des hauts, il y a des bas. Et l'avantage, c'est qu'après chaque haut, il y a un bas, et après chaque bas, il y a un haut. Quand on est en haut, parfait, profitons. Quand on est en bas, que pouvons-nous apprendre pour au moment où ça remontera? Et donc, du coup, je lui expliquais à cette jeune femme, je dis, mais c'est parfait, c'est le signe que vous êtes vivante, parfait. Vous êtes en bas en ce moment, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Voilà, et c'est avec des petites astuces comme ça et de l'aide pour pouvoir savoir quels sont les blocages, qu'est-ce qui se joue, qu'on peut aller encore un petit peu plus loin. Et dans ce stage niveau 3, l'idée, ce sera vraiment de vous apprendre à incarner votre propre mission, savoir ce qui est OK pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et maintenant que vous avez pris la main sur vous, qu'est-ce que vous pouvez diffuser? Un peu, vous savez, comme un sachet de thé. Maintenant que vous avez votre saveur, votre valeur, comment pouvez-vous diffuser ça à l'extérieur dans l'environnement dans lequel vous êtes aujourd'hui? Il n'est pas forcément nécessaire, contrairement à ce que certains pourraient penser, de se séparer, de divorcer, de changer de métier, de changer de ville, de changer de maison, etc. Non, il y a forcément une façon, et c'est ce que je vous propose à la fin de ce stage, d'être la meilleure version de vous-même dans les circonstances de votre vie à ce moment-là, en pleine conscience, peu importe les domaines de vie que vous puissiez expérimenter en ce moment, tout est OK comme c'est en ce moment. Voilà. Donc l'idée de ces stages et de ces ateliers, c'est d'interagir ensemble et d'avoir ce que moi j'appelle des effets boomerang ou des
alors c'est boomerang ou ricochet. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en train de parler en cercle et d'échanger sur des expériences de vie, sur des situations, sur des difficultés, lorsqu'une personne parle, elle va spontanément, parce qu'elle en a envie, partager ce qu'elle est en train de vivre. Et ce qu'elle va vivre va faire ricocher ou boomerang avec ce qu'une autre personne dans la salle vit également. Et en interagissant, moi et cette personne qui est en train de parler, en interagissant ensemble, ça va aussi avoir des effets pour l'autre personne qui est en face. Et il n'est pas anodin, il n'est pas... euh, euh, ça arrive très souvent, pardon, je voulais formuler ma phrase autrement, il arrive très souvent que lorsqu'on fait des tours de coussins, puisqu'on n'est pas à table, on est sur des petits coussins, que quelqu'un qui prenne la parole après cette personne-là commence par me dire « Ah bah là, j'ai eu un boomerang ou j'ai eu un ricochet, moi aussi ça me parle ce qui vient d'être dit, etc. » Donc c'est aussi la force de ces stages et de ces ateliers que d'être en groupe et de créer une forme d'émulation entre nous pour pouvoir voir ce qu'on n'a pas vu quand on était tout seul avec soi-même. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer. Alors bien sûr, tout ce que je viens de vous expliquer, pardon, jusque-là, il y en a qui ne se sentiront pas concernés, et c'est OK. Il y en a qui pensent que seuls, ils iront plus vite, et c'est OK. Il y a ceux qui pensent qu'en étant accompagnés, ils iront plus loin, et c'est OK. Il y a ceux qui ne seront pas intéressés, qui ne veulent pas faire, qui ne veulent pas rentrer dans le travail, et c'est OK. J'ai fait ça pendant 15 ans. Pendant 15 ans, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir une thérapeute, qu'il fallait que j'aille consulter quelqu'un. Je l'avais fait dans le passé, mais en tout cas, à un moment donné précis de ma vie où j'étais vraiment très mal, je me disais qu'il faudrait que je le fasse, et en même temps, je savais tellement ce qu'elle allait me dire que je n'avais pas envie de l'entendre me le dire, et donc je n'y suis jamais allée. Et c'est OK, c'était OK à ce moment-là de ma vie que de faire l'autruche ou de vouloir mettre la poussière sous le tapis, c'était OK. Et il y a les autres. Il y a ceux qui partagent ma conviction, qui est que d'être accompagné permet d'aller plus vite, d'aller beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce qu'on ne tourne plus autour du pot, qu'on ne tâtonne plus et qu'on y va. Et une fois qu'on y va, on découvre des aspects de soi qu'on ne connaissait pas jusque-là et qui nous permettent à un moment donné d'être la meilleure version de nous-mêmes, de vivre sereinement le plus longtemps possible. Et dans ce cas-là, eh bien, ma foi, ce n'est que du bonheur et que du plus. Et donc, force de mon expérience, depuis maintenant 2017, fin 2017, où j'anime des stages et des ateliers, force est de constater qu'un certain nombre de personnes reviennent, soit parce que une thématique leur plaît et vous savez, dans les formations, on dit qu'on n'entend que 20% de ce qu'il y a à entendre et que c'est bien de refaire les formations 5 fois pour avoir la totalité de l'enseignement qui est donné. Eh bien, parfois, certains ateliers peuvent être refaits plusieurs fois. Et c'est le cas. J'ai des patients, des patientes qui sont revenus faire un atelier ou des ateliers plusieurs fois et qui, à chaque fois, en tirent quelque chose de différent, qui ont fait des stages, qui ont fait des ateliers et qui, grâce à ça, ont beaucoup progressé, beaucoup évolué. Petit clin d'œil à celles qui se reconnaîtront et ceux qui se reconnaîtront. Et donc, force de cette expérience, du fait que le choix des outils, eh bien, on les voit au fur et à mesure et que parfois, on peut ne pas réussir à le faire fonctionner parce qu'on n'a pas su faire et que le stage d'après, on comprend enfin, on a le tilt et là, ça marche, qu'on a besoin d'aide. Et clairement, je vous aide lors de ces ateliers, de ces stages avec mes dons pour aller à l'essentiel et pour aller chercher ce qui a besoin d'être vu pour que l'étape d'après, pour que la marche suivante puisse se présenter. Eh bien, c'est pour ça que j'ai décidé, à partir de maintenant, de proposer des packs que je vais vous présenter là, qui vont répondre à ce constat que parfois, on est amené à faire plusieurs ateliers ou plusieurs stages pour pouvoir évoluer. Et le deuxième constat, enfin, il y a 3 constats. Celui-ci, le constat que financièrement, ça peut commencer à faire beaucoup à un moment donné quand on accumule. Et puis si en plus, il faut qu'on fasse le même atelier 2 ou 3 fois avant que Robert veuille bien accepter tout ce qui est dit pendant l'atelier. Et puis cette notion de temps, voilà, à un moment donné, on aimerait pouvoir évoluer plus vite, on aimerait pouvoir que ça avance. Et dans ce cas-là, il y a aussi cette notion de temps qui rentre là-dedans. Eh bien, je vais maintenant proposer des packs pour pouvoir évoluer. Alors des packs, il y a en fait 3 possibilités de packs.
le pack Liberté, pack Évolution et pack Expert, et vous le comprendrez, le contenu n'est pas le même. Dans le pack Liberté, je vais proposer 8 journées, alors sur la base des 8 ateliers actions qui existent, avec les thématiques que je viens de vous donner. Sur ces thèmes, vous aurez le choix de choisir 8 journées, peu importe. Vous pouvez très bien refaire plusieurs fois un seul et même thème, c'est OK. Vous aurez, à concurrence de 8 journées, la possibilité de participer à des ateliers et 3 consultations individuelles quand vous voulez, dont 2 qui sont offertes. La valeur du pack, c'est normalement 1185 suite à cette conférence, et si cela vous intéresse, le pack Liberté est à 915 € pour toutes les personnes qui ont participé à la conférence. Le pack Évolution, en plus, alors vous allez avoir les stages, donc la possibilité de participer aux 3 stages, niveau 1, niveau 2, niveau 3, plus 2 journées ateliers à votre choix parmi les thèmes proposés. C'est vous qui faites en fait votre marché, vous décidez des ateliers que vous voudriez faire, plus 3 consultations individuelles, dont 2 qui sont offertes. Donc avec plutôt que 1425 la totalité si vous n'aviez pas ces packs, là le prix conférence c'est 1275, et le pack expert qui consiste vraiment à faire la totalité du process avec les 3 stages, les 8 ateliers et 3 consultations individuelles qui, elles, sont offertes en totalité pour 1800 €. L'objectif de ces packs, c'est de vous laisser la possibilité, alors selon les packs, de les utiliser dans les 12 mois ou les 18 mois qui viennent à compter du moment où vous les achetez. Voilà, donc c'est vraiment la liberté d'évoluer à votre propre rythme à l'intérieur d'un pack pour faire les thèmes qui vous conviennent, les journées qui vous conviennent, peu importe. Et si vous avez besoin d'aide, eh bien, je vous propose de prendre rendez-vous sur 15 minutes de façon à ce qu'on échange sur dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et quel serait le pack le plus adéquat fonction de les problématiques que vous traversez aujourd'hui. Voilà, donc dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de prendre rendez-vous. Alors, je vais en fait mettre les liens quelque part, je ne sais pas où, en dessous, ou peut-être dans les questions-réponses. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur les liens pour accéder au pack ou pour accéder à la demande de rendez-vous individuel. Bien évidemment, tout ça, et comme d'habitude, je peux fournir des factures pour voilà, les achats de ces packs et que vous pourrez consommer comme vous voudrez en fonction de ce que vous souhaiterez faire. Voilà, je suis arrivée à la dernière partie. 21h21, les anges sont là pour nous aider. Voilà, donc si vous avez des questions, j'y réponds avec énormément de plaisir. Alors, je vais profiter de la réponse de Céline, qui m'a posé une première question, pour vous envoyer les liens de tous les packs. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer dessus, en fait, en fonction de ce que vous souhaitez. Et je pense que tout le monde pourra voir, bon, vous allez me le confirmer, la réponse. Alors, oui, Céline, je pense que absolument tout est programmé dans notre incarnation, notamment pour la raison que j'ai expliquée, qui consiste à dire que lorsque nous avons choisi de nous incarner, nous avons choisi d'expérimenter un certain nombre d'expériences, à la fois pour équilibrer les choses, pour connaître cette expérience, et parfois pour simplement rééquilibrer quelque chose qui a déjà eu lieu par ailleurs, et connaître tout et son contraire. Voilà, donc oui, Céline, je pense que absolument tout a été programmé. Et si effectivement on accepte de regarder ce que chacune de ces expériences a pu nous apprendre, eh bien, ma foi, je vous invite à regarder ça. Ce sera avec grand plaisir que je vous aide à voir ça. Alors, j'ai une autre expérience. Est-ce que je peux expliquer un petit peu plus le thème du jumeau perdu? Oui, absolument. Alors, le jumeau perdu, en fait, c'est une notion qui, en France, est très, très peu connue. Qui est beaucoup plus documentée, expérimentée dans d'autres pays tels que l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis par exemple. Donc Guillaume, tu pourras aller voir sur ma page Facebook, j'ai mis notamment la référence d'un livre sur ce sujet. Aujourd'hui, il est prouvé scientifiquement, pour ceux qui ont pu faire des expériences et des analyses très très tôt dans les grossesses, que 40% des grossesses sont en fait des grossesses qui débutent gémellaires. Et que en fait, la nature et les choses font qu'un seul des jumeaux survit.
et que le deuxième jumeau s'évacue spontanément, et c'est ce qu'on appelle le jumeau perdu. Sauf que les analyses et les études qui ont été réalisées montrent que pour celui qui est vivant, survivant, la trace de ce jumeau qui a été perdu laisse dans les boutons pressoirs du quotidien un certain nombre de réactions et de conséquences dans le quotidien, notamment, alors je vous donne juste un exemple, celle d'avoir énormément de difficultés dans les vies amoureuses, difficulté à se séparer, difficulté à ne pas être dans une fusion obsessionnelle, à ne pas être dans des relations dépendantes, par exemple. Voilà, c'est un tout petit... Guillaume, là, je fais vraiment un tout petit résumé, mais pour comprendre. Si bien sûr ce thème-là vous intéresse, je vous invite à regarder les posts que j'ai pu mettre cet été sur Facebook, et je ferai un atelier très prochainement sur les jumeaux perdus. Alors par contre, pour savoir si effectivement vous avez eu un jumeau perdu ou pas, j'ai besoin de vous avoir physiquement pour tester. Et donc, je vais faire un atelier, mais en présentiel, c'est-à-dire dans la région de Toulouse, pour pouvoir tester ça. Voilà, peut-être que j'aurai l'occasion de le faire ailleurs qu'à Toulouse, si encore une fois j'y suis invitée. Voilà pour la réponse de Guillaume. Alors, j'ai ensuite une question de Marilyn. Est-il possible de partager cette conférence? Alors, je l'enregistre exprès pour pouvoir la mettre en replay très prochainement. Alors, je ne suis pas super douée avec l'informatique, donc ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est quelqu'un qui va s'en charger pour moi. Mais oui, normalement, on va pouvoir, alors pas partager, mais en tout cas revoir en replay. Donc, si Marilyn, vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, je pense qu'il y a moyen à un moment donné de partager cette conférence. Karine, comment faire quand on se sent coupé de ses émotions, de son corps et de ses sensations? Eh bien, Karine, bienvenue à nouveau à l'atelier sur le mental pour apprendre à repérer et à décoder effectivement ce que Robert peut nous dire et ce que tout le reste peut nous exprimer. C'est exactement le thème de cet atelier-là. Donc, bienvenue Karine quand tu veux. Marie, j'ai vu que tu avais enregistré la conférence. Je connais personne qui n'ont pas... Bon, voilà, donc c'est la même question. Donc, ce ne sera pas diffusé, mais ce sera en replay probablement. Alors, je vous en dirai un petit peu plus sur ma page Facebook lorsque la personne qui s'occupe de tout ça saura faire. Avec plaisir, Marilyn. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a encore un petit peu de temps pour y répondre. Est-ce que vous avez pu trouver dans les réponses aux questions les liens pour les packs et pour les demandes de rendez-vous? Vous les avez ou pas? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Juste pour être sûr que vous les avez vus. Yes, super. Merci Marilyn. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, si vous voulez aborder des thématiques. Impec. Merci Céline. D'autres questions? En tout cas, voilà, je suis arrivée au bout de la conférence. C'était la dernière. Merci à vous pour vos... Ah, comment faire face à la... Alors, dernière question, comment faire face à la mauvaise foi? Eh bien, Karine, tu sais ce que j'expliquais sur l'envoi des sacs à ordures. Si ce qui est envoyé d'un côté de la relation qui peut être de la mauvaise foi et que je qualifie de sac à ordures n'est pas OK pour toi, c'est simplement déjà dans un premier temps d'en prendre conscience, que si ce sac à ordures qui t'arrive à toi appuie sur un bouton pressoir et déclenche quelque chose chez toi, c'est que probablement il y a un traumatisme lié à ça, que cette mauvaise foi fait bouton pressoir pour toi et que c'est relié à un traumatisme. Donc, de deux choses l'une, soit ce sac à ordures, le simple fait d'en prendre conscience et de ne plus accepter de prendre ça dans ton jardin, en te positionnant et en disant là, ce que je perçois dans tes paroles, dans ton attitude, dans ta façon de faire, n'est pas OK pour moi, ça ne correspond pas à ma façon de voir les choses, ma façon de vivre les choses, eh bien, je ne veux pas être responsable de ça. Soit tu arrêtes ça, tu sais, à la frontière du jardin, et l'autre personne repart avec sa mauvaise foi, soit ça appuie clairement sur un bouton pressoir chez toi et ça enclenche quelque chose de désagréable, de souffrant, d'injuste, etc. Et bien dans ce cas-là, il faut se poser 30 secondes et faire un outil du calque avec un exemple super précis, ça je sais que tu connais, un exemple super précis, une anecdote très précise là-dessus. Mais encore une fois, on peut le faire ensemble avec grand plaisir.
Donc ça, c'était pour la question de Karine. Alors, Marie a une question. Quelle est la différence entre les 33 et les 21 jours? Bonne question. Alors, les 21 jours, c'est prendre une nouvelle habitude. Voilà, tester quelque chose sur 21 jours. Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que c'est facile pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Quand on arrive à faire la chose 33 jours d'affilée, on considère que c'est une nouvelle habitude qui est acquise. Voilà. Donc, j'ai souvent tendance à dire à mes petits patients, quand je leur fais faire des exercices ou des devoirs, et notamment celui du cahier des évidences qui consiste à marquer pendant 2 minutes par jour. Vous vous souvenez, 2 minutes, posez-vous, faites le chat. 2 minutes par jour, des éléments positifs de votre quotidien, de ce que vous vivez, ou de vous projeter dans une situation positive de quelque chose qui n'est pas du tout positif dans le quotidien. Quand je vous demande de le tester pendant 21 jours, c'est parce que je veux savoir comment vous réagissez à ça. Quand je vous demande de le faire pendant 33 jours, n'est-ce pas Pierre-Henri? C'est parce que je voudrais que ça devienne une nouvelle habitude. Voilà, donc la différence entre les 23, les 21, je teste, entre les 21 et 33, les 21, je teste, les 33, je valide comme étant une nouvelle habitude. De belles piqûres de rappel, merci. Je ne trouve pas les liens pour prendre rendez-vous. Alors, les liens sont dans, aidez-moi, dans la résolution des questions. Voilà. Et vous allez les trouver quelque part là-dedans. Cherchez. Je ne suis pas très douée pour la technique. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions? Je reviens sur le thème des jumeaux perdus. Tu disais que c'est en physique pour savoir s'il y en a un ou pas. Quand on le sait déjà qu'il y en a un, est-ce que tout le travail peut être fait en visio ou le physique est indispensable? Non, non, non. À partir du moment où on est conscient qu'on a eu effectivement un jumeau ou que notre maman nous l'a dit ou qu'on l'a constaté ou que c'est su, on peut faire le travail après d'acceptation, de deuil, puisqu'il s'agit de faire un deuil. Ça peut se faire absolument en visio, enfin en consultation ou en stage. C'est parfaitement OK tout ça, pour tout ça. Alors, je reviens sur Béatrice. Est-ce que vous avez trouvé les liens? Si vous voulez bien me répondre pour me dire. Comme ça, je saurai que c'est réglé. Alors ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super, merci. Bonne soirée à tous, super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, est-ce qu'il y a d'autres tests que tu dois faire en physique plus que celui du jumeau perdu? En plus du jumeau perdu, alors oui, je peux être amenée à faire des tests, mais en général, je ne le dis pas. Je fais le test pendant l'atelier ou pendant le stage et la personne ne le sait pas. Mais en tout cas, pour le jumeau, pour le jumeau survivant, ce test-là, c'est de voir si effectivement il y a eu un jumeau perdu ou pas. Et le jumeau survivant a besoin de le vivre. C'est pour ça que j'ai besoin de vous avoir en physique avec moi pour faire le test, voir si effectivement vous avez eu un jumeau ou pas perdu. Et c'est vous, en fait, qui allez le valider dans votre ressenti, dans le fait de le vivre ou pas. Donc là, j'ai vraiment besoin de vous avoir. Après, oui, je peux faire d'autres tests, mais tu sais, Marie, que je fais plein de trucs que vous ne savez pas. Et c'est OK. Mais ça, on le fait, ouais. Enfin, on le fait en physique parce que vous avez besoin de le vivre, en fait. Voilà, merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y aura d'autres conférences de ce type sous ce format? Oui, merci Guillaume pour me mettre le coup de pied au derrière pour continuer. Oui, je pense qu'il y en aura d'autres, absolument. Merci. Alors, Béatrice n'a pas trouvé les liens. Bon, alors, comment on peut faire? Alors, on va faire très simple. Je vais répondre à Béatrice directement, taper une réponse. Hop, et voilà. Hop, voilà Béatrice, je vous ai tout envoyé, donc vous allez pouvoir tout voir directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après Guillaume. Oui, ça se passe bien. J'adore tes conférences, merci. Je ne suis pas très douée non plus en informatique. Merci beaucoup, Lana, c'est vraiment très intéressant. Alors, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai un email comme ceux que vous avez eu pour l'invitation pour la conférence et vous aurez dedans les liens pour les packs et pour les rendez-vous. Donc voilà, vous aurez tout demain. Voilà, dans la journée, vous recevrez à nouveau un mail avec tout ça. Comme ça, vous les aurez dans votre boîte mail.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, merci. Impeccable. Super. Bon, bah, écoutez, si, tout le monde a trouvé réponse, merci à vous également. Je vous remercie énormément d'avoir été aussi nombreux. Merci, merci vraiment et puis, je vous souhaite, une belle soirée. Je vous embrasse aussi et s'il vous plaît, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci.